Bonjour à tous, soyez les bienvenus, c'est Broadcast Time, le rendez-vous dédié aux nouveaux médias, aux nouveaux moyens de production, au Web TV sur Watch TV. Je suis Benjamin Vincent et j'ai le plaisir de retrouver mon complice que vous voyez ici derrière moi, c'est Fabrice Arad. Salut Fabrice. Salut Benjamin. Comment ça va en cette fin janvier, déjà fin janvier? Déjà, c'est les crêpes. Oui, t'as remarqué aussi. C'est les crêpes, t'as vu un peu c'est pas bien ça. D'accord. C'est les crêpes, ça va falloir qu'on fasse gaffe quand même. D'accord, fais attention, mais ça ne dure pas trop longtemps. Remarque, Voilà. C'est moins violent que la galette des rois, je trouve, les crêpes. Bon, on va passer au sujet qui nous concerne aujourd'hui. Le gros morceau du jour, Fabrice, ça va être un élément essentiel de tout studio qui se respecte. Je veux parler des convertisseurs. Ouais, les petites boîtes qui nous permettent d'aller du début à la fin de la chaîne parce que on l'a remarqué, ça marche pas du premier coup, c'est-à-dire que votre caméra, ça va pas nous permettre d'enregistrer jusqu'au bout avec le même câble. Donc il va falloir qu'on convertisse le format ou la connectique pour pouvoir arriver à destination. Voilà, et donc ce sont des petits appareils qui, mis bout à bout, constituent quand même un petit budget. Il faut bien les choisir, on verra si certaines marques sont à privilégier plutôt que d'autres, ce qu'on peut faire avec, de quels mauvais pas elles peuvent nous sortir, s'il y a des incompatibilités, parce que nous on en a rencontré au moins une et une grosse. Bref, on va tout vous dire sur les convertisseurs. Alors on parle de HDMI, de SDI, de audio, de 4K, enfin bon, voilà. On va faire le ménage dans tout ça avec toi Fabrice tout à l'heure. Je voudrais qu'on fasse une sorte d'intro à cette émission. Et ce sera aussi le préambule d'une prochaine émission pour parler d'un événement auquel tu as assisté il y a quelques heures à Paris. C'était un rendez-vous dédié au 4K. Alors raconte-nous. Alors c'est un workflow sur la 4K Ultra HD organisé par Mesclado et qui ont eu la bonne idée de regrouper des gens qui connaissent bien la 4K pour préparer l'avenir, et on a appris beaucoup de choses. Moi j'avoue que j'avais un peu préparé le déplacement, donc j'avais révisé et j'ai eu d'abord des confirmations, c'est que la 4K n'en est qu'au début. Bon, soit clair pour tout le monde, c'est que le début, et que la 4K ça va être très intéressant, mais pas pour tout. En résumé, si tu veux, la 4K aujourd'hui, ça va être tourné. Ils ont déjà tourné Roland-Garros, ils ont déjà tourné, ils ont déjà tourné Bercy, ils vont tourner Roland-Garros. Voilà, c'est ça. C'est en mai Roland-Garros, en mai-juin. Et le premier tournage, pour donner un peu les coulisses, le premier tournage je vais arriver de Bercy, c'était des petites boîtes à coucou, parce qu'en fait, les produits n'existaient pas vraiment. C'est-à-dire que Sony avait fourni un transcodeur dans une boîte et on ne sait pas trop ce qu'il y avait dedans. Même eux, les gens qui ont produit, disent je vous avoue qu'on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. Et pour faire un flux 4K, ils ont encodé 4 flux HD. C'est-à-dire qu'ils ont fait une image divisée en 4, hop, on coupe en 4 et ça fait 4 images HD. On envoie ça en H264. On récupère à l'autre bout les 4 morceaux et on recolle. C'est la technique qui a été retenue à ce moment-là. Et ça évolue parce que le codec... C'est étonnant comme il n'y a pas eu le choix. Il n'y a pas eu le choix parce que la technologie pour pouvoir envoyer la 4K, le HEVC, qui on va le connaître aussi sur H265, il n'est pas arrivé. Il est arrivé pour certains softs, sur Internet. Sur les VLC peut lire un fichier en 4K par du H265. Mais dans les boîtiers professionnels, c'est pas arrivé. Ça va arriver courant 2014. Ce qui fait qu'aujourd'hui, pour transporter ce que je vais filmer en 4K, ça marche pas. Donc il y a des tests, c'est testé, on passe par du satellite, il y a des flux de tests, Samsung a participé à ce genre de flux de tests, mais c'est pas encore ça. Ouais. Et pour te donner une idée, vraiment pour dégoûter tout de suite, si tu achètes ta télé 4K, pour que ça soit vraiment intéressant. Parce que des télé 4K, il y en avait plein au CES quand même. Oui, ça arrive. Et elles sont en magasin déjà. Il faut préparer le terrain. C'est que ta télé 4K, pour diffuser la 4K, il te faut un câble, toujours ce fameux câble qui te fournisse de la 4K. Et le HDMI, aujourd'hui, le HDMI qu'on a, ça marche pas. Donc il faut le HDMI 2, et le HDMI 2, il est pas encore arrivé. Les câbles, ils sont pas encore vraiment arrivés. Donc c'est pareil, t'achètes ta télé, mais tu vas regarder de la Full HD, pas de la 4K. Pourtant, la norme, elle a été, on va dire, arrêtée, je crois, c'était au moment de l'IFA au mois de septembre. Donc, Le problème, c'est qu'il faut le temps que ça rentre chez les fabricants, qu'ils aient le produit, qu'ils l'implémentent. Et après, c'est pareil. Ta box à la maison, il va falloir la transformer. Il va falloir la rendre compatible 4K. Toute la chaîne est à refaire. Donc, il faut à peu près 2-3 ans pour que ça soit prêt. Donc, on va dire que les premières émissions qu'on va vraiment voir en 4K, ça sera en 2017-2018. Ouais. Là, on va dire qu'on va parler de ça. Mais pour te donner une idée, juste pour dire qu'on n'est pas pressé pour changer notre télévision.
que pour vraiment avoir un intérêt à avoir de la 4K, pour que ça soit vraiment intéressant, sur un écran de 42 pouces, il faut qu'on se place à 68 cm de l'écran. T'as bien entendu? 68 cm. On a quasiment le nez dans l'image, quoi. C'est-à-dire que, en fait, pour travailler avec ton ordinateur ou ta télé 4K devant toi, et pour que ça soit vraiment intéressant en termes de rendu visuel, il va falloir que tu sois collé à la télé. Pour dans ton salon, il faudra à peu près, pour que tu sois installé dans ton canapé, un écran de 150 pouces. T'as bien 150 pouces. Mais c'est pareil au cinéma. Au cinéma, pour que ça soit vraiment rentable, l'histoire de la 4K, c'est qu'il va falloir que tu sois à peu près à 14 mètres de l'écran, c'est-à-dire entre le 5 et 6e rang pour la plupart des salles. Donc, après, ceux qui seront au fond de la salle, ils vont voir de la HD. Ils ne verront pas la différence entre la 4K et la HD. Alors, on est d'accord. Si tu tournes en 4K, tu tournes avec une définition plus précise. Donc, l'image sera de toute façon plus belle que de la HD. Mais, pour que ça soit vraiment intéressant, qu'on soit immergé dans une image où on dise, c'est ce qu'ils appellent aujourd'hui l'effet waouh. Ouais. Tu as dû entendre ça au CES. Oui, surtout avec les écrans 4K incurvés, tu sais. Il y a un effet waouh. Ouais. Sauf que waouh, il va falloir deux choses. D'abord, que des programmes qui soient faits, et si possible, en 4K P60, et là on rentre dans la technique, donc je vais éviter, alors qu'aujourd'hui on est dans la 4K P30, donc il y a 30 images par seconde ou 60 images par seconde. Donc effectivement, on n'est qu'au début. Ça va être très intéressant à voir, parce que du coup on va baigner dedans, comme les gamins qui ont découvert Internet, nous on va baigner dedans, on va découvrir tous les bugs, parce qu'il y en a quelques-uns. Le premier, c'est que les caméras qui sont aujourd'hui 4K, il faut pas oublier que le capteur, il faut qu'il y ait de la lumière. Donc ton optique, il va falloir qu'il soit très grand angle, donc aucun intérêt pour faire du sport, soit avec une optique avec un optique tellement grand qu'il n'est pas portable par quelqu'un tout seul. Par un humain, tu veux dire. Développement complet des moyens pour travailler qui n'est pas encore à bout. Voilà, tout simplement. Alors, on va te dire, oui, mais on peut tourner de la 4K avec une GoPro. C'est vrai. On peut tourner de la 4K avec une GoPro. Mais ne pas oublier, c'est que la GoPro, c'est la petite lentille, elle est toute petite, elle est collée à un petit carreau de fer, et tu as de la lumière pleine balle. Mais la lumière pleine balle, ça marche que s'il fait beau dehors. Essayez de tourner avec une GoPro en 4K dans la maison, sans lumière, ça va pas être beau. Vous aurez des gros... ça sera pas beau. Donc voilà, on est réellement aujourd'hui dans la phase de développement. Et ce que j'ai découvert, c'est que finalement, qui va être le premier prêt à diffuser la 4K? C'est l'informatique. C'est-à-dire que ceux qui vont pouvoir amener la 4K à la maison, ce sont les gens qui ont les tuyaux. Alors, je vais t'en donner un, parce qu'il est déjà prêt, c'est Amazon. Amazon va même tourner une série en 4K, distribue une série en 4K sur Internet, et ça commence déjà. Et un petit nouveau du marché qui débarque en France, parce que il fait peur aux professionnels et il intéresse le milieu, c'est Netflix. Et c'est pareil, eux, ils vont faire la distribution d'éléments en 4K. Et effectivement, si tu as du câble à la maison, tu as un gros débit informatique. Et de la fibre, c'est ça. Si tu as du gros débit, tu auras de gros tuyaux pour pouvoir envoyer ton 4K. Alors, la télé en TNT, il n'est pas assez gros. Pour donner une idée sur la TNT, aujourd'hui, pour envoyer une image en 4K, il faudrait prendre la place pour une chaîne, il faudrait prendre la place de 3 chaînes. Donc, un multiplex qui envoie 21 chaînes, 25 chaînes, ça ferait peu de chaînes en même temps. Donc, en parlant, tout est lourd. Mais un autre détail, on en revient à tout est lourd, qui dit gros disque dur. Aujourd'hui, tu recordes déjà en Full HD, tu le sais très bien, sur des disques durs, ça prend de la place. Et on a trouvé une solution, on passe sur du ProRes LT. Très bien. Qui prend encore de la place. Ça, la 4K, c'est 4 fois la même place. Oui, c'est 4 disques durs ou un disque dur qui fait 4 fois moins de temps. Un disque dur pour 20 minutes, tu vois ton émission, on va changer de disque dur en pleine émission. Excusez-moi, je fais la pub. Alors, on a des petites coupures de son aujourd'hui, Fabrice. Ouais. On retrouve ça. On n'est pas en 4K au niveau du son, nous, encore. Ça va venir, mais... La 4K va nous permettre une nouveauté sur le son, c'est qu'on va pouvoir mettre beaucoup plus de points. C'est-à-dire que la stéréo, on oublie. Le 5.1, t'oublies. On passe jusqu'à 21 points. T'as bien entendu, 21 points. C'est-à-dire qu'une vraie salle de cinéma 4K pourra t'immerger dans un milieu de 21 diffuseurs de son pour que tu aies l'impression d'être vraiment immergé dans l'action. L'inconvénient, toujours pareil, c'est pour tourner ces films-là, tu vois 21 points de diffusion, c'est-à-dire 21 micros autour de l'acteur. C'est bien, au moins il y a de l'avenir pour les ingénieurs du son, ça.
une des remarques hier sur le workflow, c'est les artistes vont créer la 4K. C'est eux qui vont nous dire, ben voilà ce qu'on va en faire. On a la technologie qui arrive, mais on ne sait pas encore jusqu'où on va pouvoir aller. Donc c'est que le début. Voilà, donc ça c'est que le début, et c'était que l'intro à cette spéciale 4K qu'on va faire sans doute très vite d'ailleurs, hein, sur Watch, dans Broadcast Time, avec un ou plusieurs invités au moins parmi ceux que tu as rencontrés hier et qui vont venir nous expliquer vraiment de manière très, très technique et précise la 4K, les enjeux, comment s'y préparer, etc. Donc ce sera dans les prochaines semaines sur Watch. On marque une toute petite pause, Fabrice, et on attaque le sujet du jour, le gros morceau, à savoir les convertisseurs. Voilà, Broadcast Time sur Watch TV, vous le voyez, j'ai un nouvel autocollant sur mon ordi. Voilà, d'abord ça me permet de cacher le logo que je ne pouvais pas montrer plus longtemps. Et puis vous le voyez, c'est le logo de la French Tech, ce mouvement des startups françaises à l'initiative du gouvernement. Fleur Pellerin l'a dévoilé lors de ses vœux il y a quelques heures. Et voilà, on est tous assez fiers de faire partie de ce mouvement, et Watch va y contribuer, et y contribue déjà à sa façon. Donc voilà, la French Tech est désormais sur nos ordis. Fabrice, alors les convertisseurs, c'est un élément, on va dire, c'est un petit détail, mais c'est un élément essentiel d'un studio, on va dire semi-pro, parce que les vrais pros, ceux qui ont les moyens, s'équipent direct en SDI, hein, notamment. Mais quand on veut par exemple mettre des caméras HDMI dans un studio, eh ben on est obligé de passer par ces convertisseurs. Alors raconte-nous concrètement ce que c'est, à quoi ça sert. Bah, figure-toi que même les pros ont besoin de convertisseurs. Parce que le problème de la conversion, c'est depuis le début. On est sur l'analogique, hein, rappelle-toi, il y a quelques temps, sur les caméras, on passe sur informatique, donc on va convertir le fichier analogique vers numérique. Donc il va falloir convertir. C'est là que vient le mot conversion. On va changer des informations en numérique, en 0 et en 1. Donc, il va falloir créer des petits boîtiers, et des petits boîtiers, il va falloir beaucoup, parce que chaque format, et tu as bien vu que ça commence à devenir compliqué, chaque entité, fabricant ou format de produit va avoir quelque chose de différent, soit sur la connectique, soit sur la fonction. Donc, on va convertir le fichier, par exemple, de ta caméra, qui va capter en Full HD, très bien, sauf que la Full HD, elle est créée, donc on a le bon format informatique qu'il nous faut pour le mélangeur. Mais le câble qui sort de ta caméra, eh ben c'est pas le bon, pas de bol, c'est de l'HDMI. Donc si c'est de l'HDMI, on va mettre un boîtier de conversion qui va nous transformer la fiche HDMI en fiche HDSDI. Sauf que ça se fait pas simplement avec des petits bouts de fil, parce que un câblage HDMI c'est 24 points et HDSDI c'est 2 points. Donc il faut convertir le signal. Donc on met un boîtier. À l'arrivée, si tu as un mélangeur HDSDI, t'as pas de problème, tu rentres dedans. Mais si tu as un mélangeur qui n'est pas HDSDI, imaginons que c'est un mélangeur que tu as d'avant, eh ben on va convertir le signal, encore une fois. Et là, toutes ces... Ça veut dire quoi d'avant? Qu'est-ce que ça pouvait être avant? Il n'y a pas du HDSDI. Ouais. Il y avait par exemple du SDI. C'est du standard, du HD. Eh ben, il faut encore convertir, revenir sur l'analogique. Il faut ne pas oublier un petit détail, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde ne tourne pas en HD. Il y a encore 30% des gens qui tournent en SD, et sur la télé, tu regarderas bien les chaînes de télévision, ce qu'on te diffuse, c'est souvent du SD, c'est pas du HD. Il y a peu de télé qui sont en HD encore. Donc, tous les convertisseurs, à un moment ou à un autre, vont être utiles pour passer de l'analogique vers le numérique, pour passer d'un format de connectique à un autre, donc de l'HDMI au HDSDI. Ça c'est le plus connu, parce que effectivement pour nous, dans notre univers, les caméras en sortie HDMI sont moins chères que les caméras HDSDI. Donc c'est notre premier élément. Ouais. Partie de l'HDMI vers HDSDI, ce qui nous permet de mettre des câbles plus longs, parce que c'est pour ça qu'on met des câbles plus longs que des câbles HDMI, donc on va jusqu'à 100 mètres, et au bout, eh ben on convertit soit pour rentrer directement dans le mélangeur, soit pour rentrer dans un autre appareil. On a des conversions SDI vers analogique, analogique vers SDI, SDI vers HDMI. La liste est longue, hein. On peut passer sur une conversion en fibre pour pouvoir tirer beaucoup plus loin encore le faisceau. En fibre 4K, maintenant, ça arrive. Mais tu as aussi la conversion audio qui rentre en jeu. Toujours pareil. Imaginons que tu as ta caméra HDMI, mais tu veux mettre un micro. Eh bien, le micro, imaginons, il va falloir transformer le fichier audio. On va avoir des convertisseurs audio vers... l'entrée va être audio vers le convertisseur, et je t'en prends un exemple ici, qui est un Blackmagic, hein, simple, et j'ai sur HDMI pour rentrer sur ma vidéo, et j'ai des
entrée audio pour faire ma gauche-droite. Ce qui me permet de mélanger ma source vidéo et audio. Et à l'arrivée, je n'ai plus que du HD SDI en BNC et je rentre dans mon mélangeur. C'est un exemple parmi tant d'autres. Ouais. Donc, on va prendre un exemple précis. Hein. Nous ici, dans le studio Fabrice, je pense qu'au départ, au moment de la conception, je crois que j'ai commandé direct 13 convertisseurs. La plupart étaient des HDMI vers SDI. Il doit y avoir 1 ou 2 convertisseurs SDI vers HDMI de manière à pouvoir récupérer sur les écrans ici le signal pour les questions de longueur de câble HDMI dont on parlait dans une émission il n'y a pas si longtemps. Et puis ça n'a pas suffi, j'en ai rajouté je pense 1 ou 2 depuis. Mine de rien, ça fait vite un budget. Hein. Et oui, parce que les convertisseurs, alors là c'est pareil, il y a toutes les gammes. Tu as beaucoup de marques sur le marché, des marques professionnelles, où là le convertisseur, faut compter entre 500 et 1500 euros le convertisseur juste pour changer ton format, et des convertisseurs qui sont arrivés sur le marché comme les Blackmagic, qui ont bien des tarifs, on arrive à 200-250 euros le convertisseur. Et maintenant, on peut même trouver, si on cherche, les convertisseurs que je vais appeler les convertisseurs web, c'est-à-dire les convertisseurs qu'on trouve sur Internet. Alors attention, on a déjà des problèmes sur les convertisseurs pro. Alors les convertisseurs web, oui, on n'a pas toutes les informations en fait. Il n'y a pas les petites lignes, vous savez, les astérisques qu'on trouve sur certains contrats, on les a pas. Donc des fois, il y a des vraies surprises. C'est-à-dire que le boîtier, il va te transformer ton image, mais pas dans le format que tu as besoin après. Donc il se convertit bien. Il fait une conversion, mais pas la bonne. Donc attention à ça. Il faut bien faire attention. Il faut savoir ce qu'on veut obtenir à l'arrivée pour savoir ce qu'on veut mettre comme convertisseur. Et il faut prendre un peu de temps parce que tu l'as bien vu. Même avec les bons convertisseurs, on a des surprises. C'est que parfois, le chipset qui est utilisé, c'est de l'informatique. Faut pas oublier que ce sont que des petites cartes informatiques. Donc on met une alimentation électrique pour alimenter une carte informatique et on fait une conversion. Ces petits boîtiers, ils sont sensibles à certaines choses et parfois, il faut un petit détail pour que ça ne marche pas. Si le convertisseur ne marche vraiment pas, ça se renvoie. Hein. Mais il arrive des incompatibilités meurent une marque ou un boîtier et un autre format connu. Ta caméra qui marchait avec le convertisseur, tu prends de la même marque un autre convertisseur que tu as dans la main. Donc c'est le convertisseur. La seule différence, c'est celui-ci. Il a une plus. C'est-à-dire que si on coupe le courant, tu convertis toujours. Et pas de bol. Ce jour-là, on a découvert quoi ? Que la conversion ne se faisait pas. L'image à l'arrivée, il n'y en a pas. Oui, c'était avec avec ces convertisseurs-là. Alors, on va prendre les sujets dans l'ordre. Donc, je vais vous le montrer d'un peu plus près. Voilà, c'est batterie converteur Blackmagic qui, dans l'absolu, sont de très bons convertisseurs puisqu'ils sont dotés d'une batterie. En gros, on branche le secteur ici. Donc on les fait fonctionner sur secteur. Et puis si on a besoin de faire un tournage, on va dire dans des conditions un peu plus mobiles, on active la batterie qui est à l'intérieur. Alors là, il n'est pas chargé, mais il suffit de pousser ce bouton. Et donc la batterie marche, le convertisseur fonctionne sur batterie pendant environ 1h15 à 1h30. Ça permet d'avoir des caméras relativement autonomes, donc c'est hyper pratique. Le problème, effectivement, c'est que ce modèle-ci de convertisseur, au moment où on a équipé le studio, on s'est rendu compte, et a priori ni Blackmagic ni Canon ne l'avaient répertorié, qu'il était incompatible avec les HF-G10 qui sont les caméras qu'on a en studio. Voilà. Donc c'était quand même embêtant, on avait 8 caméras et 8 convertisseurs qui ne fonctionnaient pas ensemble et ça n'était répertorié nulle part. Faut faire attention à ce genre de choses, hein, Fabrice. Ah oui, parce que effectivement, alors, tu vas me dire que c'est compliqué à prévoir. Tu sais quand tu as installé le produit. Donc c'est l'importance de pouvoir tester le produit. Si vous avez besoin d'un produit, d'aller trouver un point de vente pour pouvoir tester le produit. Parce que il faut pas oublier que c'est des petites bêtes de technologie quand même. Hein. C'est des boîtiers, ils sont pas énormes. Hein. Quand on regarde quelle taille ils ont, si on veut faire du transcodage, les boîtiers sont rackables, ils sont beaucoup plus gros que ça. Donc c'est des petits bijoux technologiques qui ont des softs et qui ont des mises à jour régulières parce que à chaque fois qu'ils trouvent un petit problème avec une marque, ils vont le corriger. Donc ce sont des boîtiers qui sont sensibles. Donc il faut bien faire ces tests et bien vérifier. C'est vraiment la première chose. Je précise quand même un point, c'est qu'a priori, le souci a été réglé par Blackmagic avec une mise à jour, mais je dois dire que comme je les ai tous changés pour un autre modèle, l'équivalent de celui que tu as entre les mains,
j'ai pas refait l'essai, donc je garantis pas que ça fonctionne. Mais a priori, ça marche. Donc voilà, la compatibilité, un peu grâce à nous, elle a été élevée. Fabrice, est-ce qu'on peut passer en vue les différents fabricants, parce que effectivement, on a quand même le choix. Il y a différents niveaux de prix, différents niveaux de qualité aussi. On a parlé de Blackmagic. C'est l'offre, on va dire, la plus compétitive de qualité, on va dire. L'offre la plus facile d'accès en termes de budget. Et aujourd'hui, on a un bon retour, on commence à avoir un bon retour sur les produits, donc on sait ce qui va, ce qui va pas. Tu as après dans la gamme la plus connue, on va dire quasiment la plus connue du milieu, c'est Kramer. Ces petits sont beaucoup plus chers, on est d'accord, mais ça marche très bien. Alors c'est pareil, vous allez me dire, est-ce que ça marche très bien parce que c'est plus cher? Je pourrais pas vous répondre si c'est ça. Maintenant, en termes de fabrication, peut-être qu'ils ont développé des boîtiers plus solides, plus robustes, ou de la technologie plus moins cheap, on va dire. Ça, je pourrais pas le confirmer aujourd'hui. Par contre, voilà, Kramer, vous avez aussi une gamme entière de produits, et dont des produits parfois rackables. Donc, si vous n'avez pas besoin d'avoir des petits boîtiers qui sont alimentés comme ça par l'extérieur, ça peut être pratique. Le prix, tu parlais tout à l'heure d'un prix entre 1000 et 1500 euros par convertisseur. C'est Kramer? Alors, c'est pas Kramer. Ça en est d'autres. Mais Kramer, voilà, on va se considérer... Qui fait des convertisseurs à 1000 ou 1500 euros? À 1000 euros, on a des AJA. AJA. Ce sont des produits, pareil, dans la même gamme que Kramer. Ils sont beaucoup plus chers. Alors, aujourd'hui, chez les pros, tu vas souvent voir ces produits-là parce qu'ils ont peut-être parfois plus de codecs et plus de possibilités, plus de fonctions de décodage. Si je prends l'exemple de Blackmagic, on est d'accord qu'ils sont en train de fabriquer une gamme de A à Z. C'est-à-dire que tu peux faire ta captation avec ta caméra et faire ton mélange jusqu'à la fin et enregistrer. Donc, ils ont d'abord implémenté dans leur boîtier les codecs dont ils ont besoin, les leurs. Après, ils vont ajouter au fur et à mesure les codecs extérieurs. Maintenant, les produits comme AJA ou Kramer, ou encore au-dessus, Grass Valley. Alors, Grass Valley, c'est vraiment une marque pro, c'est les chaînes de télé, les mélangeurs. Là, on est dans une gamme au-dessus du budget qu'on pourrait nous avoir. Sont des produits qui vont être fabriqués complètement différemment. Alors, soit avec des codecs beaucoup plus importants, et donc forcément, le coût s'en ressent. Parce qu'une licence de codec, elle est payante. Le H264, il est payant, par exemple. Si on prend le HEVC qui sera la 4K, la licence est payante. Donc forcément, le fabricant, pour la mettre dans son appareil, il dit « Ouais, moi je peux tout faire », mais il va payer cette licence. Donc forcément, le produit, à un moment ou à un autre, il va s'en sortir. Ça veut dire que certains ne payent pas les licences parce que les prix, on trouve beaucoup moins cher que 1000 euros. Hein. On disait que Blackmagic, c'est autour de 250 euros le convertisseur. Pas forcément les bons codecs. Donc tu n'as pas forcément besoin de toutes les licences. Si je prends un produit AJA qui va faire beaucoup de codage ou de trans, avoir beaucoup plus de licences à payer. Ouais. Fabrice, je fais une parenthèse. On a vraiment des soucis de son aujourd'hui, donc je vous demande de nous excuser pour ces petits problèmes, mais il y a plein de coupures sur l'arrivée audio qui vient de chez toi, Fabrice. Donc on va régler ça pour la prochaine, c'est promis. Oui, avec 4 mégas de montant, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà. Enfin, il n'y a plus chaud. On passe en vue les autres marques. Il nous reste à peu près 3 minutes, Fabrice, donc on va aller assez vite. On dit un mot de ce relatif nouvel arrivant, concurrent de Blackmagic, parce que je crois que c'est un ancien de Blackmagic qui est parti pour créer Atomos. Atomos, c'est la famille des Connect. Alors là, voici voilà la version la plus portable. Vous le voyez là, je peux pas vous le montrer en vrai parce qu'il est branché dans le rack et il sert en ce moment pour qu'on fasse cette émission. C'est un petit convertisseur hyper compact et hyper malin, Fabrice. Oui, alors celui-ci, chez eux, il y a 2 modèles chez Connect. Et là, celui-ci, c'est le modèle avec une batterie type caméra. C'est-à-dire que, donc là où c'est pratique, ce sont des caméras standard. On les connaît, ces caméras-là, ces batteries-là. C'est des batteries Sony, ça. Hein, c'est l'équivalent des batteries Sony. D'ailleurs, elles sont compatibles. Et il y a même une batterie qui est incluse avec le convertisseur. Donc, elle peut aussi vous servir dans votre caméra Sony. Là où c'est pratique, c'est qu'on est dans des gammes de prix équivalentes à celles de Blackmagic, donc dans les 200-250 euros. Ils ont aujourd'hui, par contre, dans leur gamme que HDMI to HDI ou SDI to HDMI. Donc là, on reste, par exemple, typiquement pour nous dans notre plateau, c'est pratique. Caméra, on convertit en HDI pour aller sur le mélangeur, et à l'inverse, on sort du mélangeur, on convertit pour aller sur un écran de contrôle, monitoring ou pour faire autre chose. Tu as dans la gamme Atomos, dans la même série, on verra plus tard quand on fera l'émission sur les enregistreurs, ils ont sorti des petits boîtiers enregistreurs qui sont très malins et qui sont en termes de tarifs aussi compétitifs. Tu as aussi pour les convertisseurs. On en reparlera du Blade, etc. Hein.
Et tu as aussi, donc, dans les marques en dehors de l'Atomos, tu as aussi Data Video. Data Video qui est un fabricant qui fait toute la gamme, hein, mélangeurs et autres, qui ont des bons produits aussi de conversion. Et on est dans les prix un peu au-dessus du Blackmagic. Ils sont en train d'essayer de resserrer pour redescendre, mais on est un peu au-dessus. On se rapproche des crameurs. Et enfin, t'as l'informatique qui s'y est mis, puisque t'as Matrox qui a sorti alors ils ont très peu, quelques convertisseurs pareil pour l'HDMI ou HDSDI, parce que dans leur gamme, c'est leur intérêt. Et tous les fabricants vont devoir faire des produits qui vont rentrer dans leur gamme pour que les gens n'aillent pas chercher des parts. Donc, du début à la fin. Ouais. On dit un mot, il nous reste 30 secondes, Fabrice, des convertisseurs qu'on trouve sur Amazon d'origine chinoise. Alors on les trouve à une centaine d'euros. Est-ce qu'on peut tenter le coup, en prendre un pour essayer et voir si ça correspond à son besoin? Alors c'est ça, on peut tenter le coup. On tente le coup à 100 euros. Bonne pioche ou pas bonne pioche. Aujourd'hui, on n'a pas reçu. On attend, il est commandé pour tester, mais on n'a pas reçu. Donc à voir. Ça peut suffire. On est d'accord. Hein, c'est toujours pareil. S'ils ont le bon codage, c'est-à-dire qu'on sort par exemple en 1080i 50 la caméra HDMI, qu'on veut faire du 1080i 50 à l'arrivée, on aura peu de problèmes. Le risque, ça sera si le mélangeur ne veut pas de quelque chose de. Et on rappelle un dernier conseil, hein, quand vous avez du HDMI qui est impliqué dans votre convertisseur, on va dire, attention aux longueurs de câble. Notamment, on a vu qu'avec le Télévision Studio, parfois il ne faut pas dépasser 2 mètres, sinon ça ne fonctionne pas, tout simplement. Sensible à ça, oui. Merci beaucoup Fabrice. Voilà pour ce Broadcast Time numéro 6. On se dit à la semaine prochaine. D'ici là, on aura réglé nos petits soucis audio, c'est promis. Merci de votre fidélité. Je vous rappelle le compte Twitter de l'émission pour nous suivre. Et puis, évidemment, l'émission en podcast. Les podcasts qu'on est en train de changer de serveur. Donc, il y a eu quelques jours de flottement, mais vous allez tout récupérer d'ici quelques jours au maximum pour nous suivre de manière automatique en téléchargement sur votre ordi ou votre appareil préféré. Merci à tous. Très bonne journée. Les programmes continuent sur Watch TV. Et à la semaine prochaine, Fabrice. Salut! Ciao!